et bienvenue dans votre hebdo de la semaine. L'essentiel de l'actualité vendéenne du lundi 12 au vendredi 16 février, c'est maintenant. Le début de la semaine a été marqué par les grandes marées. Lundi, le coefficient était de 110. Nous sommes allés constater les dégâts à la Tranche-sur-Mer. La plage du Rocher a été fortement abîmée. La dune a reculé de plusieurs mètres et des habitations ont été touchées. Dans le reste du département, aucun dégât notable n'est à déplorer. Les communes du littoral se préparent déjà pour les futures grandes marées qui s'annoncent plus importantes avec un coefficient de 117 en mars. Mais avant cela, regardez ce reportage de Mathis Pires. Sur cette plage de la Tranche-sur-Mer, la dune n'a pas résisté aux grandes marées. Une cassure nette atteignant même le bord des maisons. Au fond de leur jardin, ce couple constate avec tristesse les dégâts. La corde délimite notre terrain. C'est donc on a... Voilà. Et la corde, tu l'as installée le 29 octobre après la tempête Céline, où là déjà la dune était bien partie, pour dire notre terrain il s'arrête là. Et puis vous voyez, depuis que ce week-end-là, cette tempête a emporté encore 5 mètres de dune. Au plus fort de la tempête, les vagues ont atteint jusqu'à 6 mètres de haut, emportant une partie de leur mobilier. Alors là, il y avait une terrasse, un banc et une table, on admirait la mer, on prenait des apéros, mais là, c'est plus possible. C'est fini. Terminé. Impressionnant, quoi. Ouais. Très impressionnant. En bas de la dune, cet élu de la commune remarque l'inefficacité des installations. Par endroits, le trait de côte a reculé de 10 mètres. Pourtant, des pieux, des ballots de paille et de sable étaient installés. Malheureusement, l'ouvrage n'a pas tenu. Là, ce sont des sacs, les big bags, remplis de sable, qui avaient été mis pour justement ces tempêtes, ces grandes marées. Et donc, il y en avait partout le long. Et ils ont été submergés et basculés complètement, vidés de leur sable, parce que la mer a été beaucoup trop forte, quoi. Ça a été plus important que même Xynthia. Imaginez. Face à ça, les collectivités envisagent de nouveaux travaux pour freiner l'érosion. D'autres épisodes tempétueux sont prévus dans les prochains jours. Les vacances d'hiver ont commencé dans certaines zones. Les offices de tourisme sont prêts à accueillir les vacanciers. Dans l'agglomération sablaise, un nouveau directeur est à la tête de Destination Les Sables d'Olonne. Il a pris officiellement son poste mardi. Son objectif est de déployer la nouvelle stratégie touristique de l'agglomération. Et plusieurs défis sont au programme pour privilégier la qualité à la quantité. On aura des challenges, des défis, on en a 8. C'est le patrimonial. On a parlé des clientèles étrangères, la durabilité aussi. Et puis, il y avait aussi toute la partie identité. La relation avec les habitants, une communication touristique de qualité. Donc, on va aller vers le maintien des équilibres aussi. Donc voilà en fait comment on va avancer avec toutes les équipes et notamment aussi les équipes de l'Office de tourisme. Mercredi, une piétonne de 70 ans est décédée à Bretignolles-sur-Mer après un accident de la route avec un poids lourd. Et jeudi matin, un homme de 41 ans est mort dans son véhicule en tombant dans un étier sur la commune de Beauvoir-sur-Mer. Il y a donc eu plus de 10 décès sur les routes en Vendée depuis début janvier. La délinquance sur les routes était déjà le point noir du bilan 2023 avec 57 personnes tuées. Face à ces chiffres alarmants, le préfet a annoncé la mise en place de mesures pour tenter d'améliorer la situation. La première chose, c'est qu'on va mettre des radars chantiers, donc 4 à 5 radars chantiers vont être installés durant le premier semestre 2024. On va renforcer encore les contrôles. Et puis, le troisième point, c'est zéro tolérance pour vraiment les comportements les plus dangereux. On va renforcer aussi le volet prévention. On va remobiliser notre réseau d'intervenants de sécurité routière. Et puis, on va lancer une vaste campagne de communication. Donc, il faut frapper l'opinion, rappeler aux Vendéens et aux Vendéennes qu'il faut changer de comportement. Cette semaine, nous nous sommes également intéressés à la situation des EHPAD. Une structure a récemment fermé définitivement ses portes à Dompierre-sur-Yon. La maison de retraite La Bienvenue comptait seulement 26 places. Et depuis 2 ans, les coûts de fonctionnement devenaient trop importants. Manque de moyens et manque de personnel. Face à cette situation, l'ARS et le département ont débloqué un fonds d'urgence pour aider 11 EHPAD. C'est le cas de celui de Mareuil-sur-l'Ay-Dissay. Le directeur, lui, ne payait plus ses factures. 2 situations contrastées que nous allons voir dans ce reportage de Mathis Pires.
En plein centre-ville de Dompierre-sur-Yon, le plus petit EHPAD du département. Seulement, l'inflation vient de frapper l'établissement de plein fouet, contraint de mettre la clé sous la porte. Difficulté de recrutement, inflation en forte augmentation et manque de résidents, le maire de cette commune de plus de 4000 habitants s'y attendait. Cette cessation d'activité sur le site de Dompierre-sur-Yon n'a pas été vécue comme une surprise parce que depuis la création de cet établissement, il faisait débat sur son emplacement et sur sa taille. 26 places pour l'EHPAD de la Bienvenue contre 88 en moyenne nationale. La majorité des résidents iront à la Ferrière dans l'optique de construire un plus grand établissement et de se renforcer. Alors c'est important parce qu'en fait aujourd'hui dans le cadre du centre intercommunal d'action sociale avec La Roche Agglomération, on va rapprocher l'établissement de la Ferrière 79 places avec l'établissement de Dompierre 26 places pour faire un établissement plus important, 105 places. Et cet établissement de cette taille-là permettra d'affronter les défis de demain du vieillissement et du grand âge sur notre territoire parce qu'il nous permettra économiquement d'apporter un meilleur confort et d'offrir des emplois plus sécurisés aussi pour les agents et donc d'être plus attractifs sur le territoire. Pour aider les EHPAD en difficulté, un fonds d'urgence impulsé par l'Agence régionale de santé et soutenu par le département pour une enveloppe globale de 3,6 millions d'euros. 11 structures ont donc été aidées, parmi eux Mareuil-sur-Lay. Par manque de moyens, le directeur ne payait plus ses factures. On a fait un déficit important en 2022. Ça nous a mangé notre fonds de roulement. Donc on a eu moins de 30 jours de fonds de roulement. Et derrière, depuis le mois de juillet, on est en grande difficulté pour payer nos charges. On était obligé de prioriser les charges. Donc, du coup, on a retardé les paiements des charges d'URSSAF et pouvoir privilégier les factures et la rémunération du personnel. Vous aviez une dette de combien ? 220 000 euros. Un soulagement pour la direction, mais aussi pour le personnel, inquiet pour l'avenir de leur métier. Au sein des équipes, effectivement, ça a aussi créé des inquiétudes, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport, ne serait-ce que par rapport à nos salaires. Je pense que c'est le nerf de la guerre pour tout le monde, effectivement, et la crainte de ne pas avoir nos salaires de verser en fin de mois. Pour faire face à la montée des prix et couvrir leurs dépenses, de nombreux EHPAD du département ont augmenté leur prix de journée, historiquement bien en dessous de la moyenne nationale. En Vendée, 80% des établissements seraient en difficulté financière et en manque de personnel. Pour mieux comprendre les contraintes auxquelles les 137 EHPAD du département sont confrontés, notre journaliste Mathis Pires nous dresse un état des lieux. On l'a vu dans le reportage, les EHPAD en Vendée, comme partout en France d'ailleurs, souffrent de grandes difficultés financières. Sur les 137 établissements, 80% d'entre eux sont concernés. La cause du déficit, c'est la forte augmentation des charges, gaz, électricité, repas, qui ne sont pas couverts par les recettes. Et à cela vient s'ajouter d'autres difficultés que nous explique Bruno Gaborio, vice-président de la FNADEPA, la Fédération nationale des directeurs d'EHPAD. On a des difficultés RH qui sont bien connues depuis le Covid. Et l'intérim coûte très cher. C'est 3 fois le prix d'un salarié. L'intérim coûte cher. On a un turnover qui est important. Le turnover coûte aussi de l'argent puisque pour remplacer un salarié malade, il faut le doubler, donc on double les salaires. On a des assurances pour garantir le maintien de salaire dans la fonction publique. On est notre propre assureur au niveau de l'absentéisme. Et bien ces assurances, quand on les utilise beaucoup, bien évidemment que les primes d'assurance augmentent aussi. Les EHPAD ont donc puisé dans leur trésorerie et avec des coûts historiquement bien en dessous de la moyenne nationale, il est difficile de rembourser ces dettes. On est passé en 2 ans au niveau donc, des EHPAD d'avoir un fonds de réserve qui était positif à hauteur de 4,3 millions d'euros à un an et demi, un an après, à un état déficitaire des réserves de 5,9 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en un peu plus d'un an, on a eu une dégradation de 10,5 millions d'euros. L'État a donc mis un fonds d'urgence pour venir en aide aux EHPAD. L'enveloppe globale s'élève à 3,6 millions d'euros, financée à parts égales par l'ARS et le département. Les salariés de Maître Coq étaient en colère et ont décidé de se mettre en grève entre 11h et 14h ce lundi. Sur les 300 employés, une soixantaine s'est retrouvée devant les locaux de l'entreprise vendéenne à Saint-Hermine. Ce mouvement fait suite à un échec des négociations avec la direction. Les syndicats demandent le droit de poser ses congés en septembre et une augmentation de 200 € brut par salarié, ce à quoi la direction a proposé une augmentation de 3% brut. La grève pourrait se prolonger si les discussions n'aboutissaient pas. Tous les services débrayent 1 heure aujourd'hui. Pour commencer, parce que du coup, on a dit que si ça aboutissait à rien, on recommencera. Et on recommencera plus longtemps. On est décidé, ça fait longtemps que les salariés veulent débrayer. Et du coup, ils veulent une augmentation de salaire. Parce qu'on estime qu'on la mérite, on travaille. On est là depuis 4 heures ce matin.
Donc on estime que si l'entreprise gagne de l'argent, ils peuvent faire en participer les salariés. Nous, on a demandé 200 € bruts par salarié et par mois, et la direction nous a proposé 3% d'augmentation brute. Nous avons contacté la direction qui ne souhaite pas s'exprimer avant le rendez-vous de négociation prévu le 21 février prochain. Revenons sur la mobilisation de parents d'élèves devant la direction des services départementaux de l'éducation nationale lundi. La raison de leur colère, l'absence d'accompagnants d'élèves en situation de handicap dans la classe Ulysse de l'école du Moulin Rouge de La Roche-sur-Yon depuis presque 3 mois. Des conséquences pour les enseignants, mais surtout pour les élèves. Les parents ont été reçus par l'inspection académique et la situation devrait être étudiée de près. Tout autre sujet, vous n'avez pas pu passer à côté. Cette semaine, le monde de la voile a été secoué par un scandale. Le couple Clarisse Kremer et Tanguy Le Turquet sont soupçonnés d'avoir triché au dernier Vendée Globe. Clarisse aurait reçu des informations concernant la météo de la part de son mari resté à terre. Des accusations qu'ils ont réfutées jeudi sur leur page Facebook. Alors que les 44 skippers candidats sont en pleine préparation de la 10e édition du Vendée Globe, nous sommes allés à la rencontre de 2 d'entre eux pour vérifier si l'esprit voile était intact. Reportage de Diane Delangle et Colline Davy. L'heure est au peaufinage sur les chantiers des skippers du Vendée Globe. Malgré les récentes polémiques, l'esprit de camaraderie règne entre concurrents. Manuel Cousin devrait partir pour un 2e tour du monde à la voile en novembre et selon lui, c'est l'enjeu d'une telle course qui rapproche. C'est pas usurpé que de dire que c'est vraiment un sport où il y a vraiment de l'entraide et je le vois même en chantier avec les différentes équipes, il y a beaucoup de coups de main. C'est surtout ce que l'on va faire en fait. On sait qu'on fait un sport engagé, un sport qui potentiellement peut être à risque. Donc je pense qu'il y a un profond respect de tous envers tous. À quelques pas d'ici, même discours. Alors qu'il s'engagera pour un 5e Vendée Globe, Arnaud Boissière évoque des relations humaines tissées au fil des courses au large. Avec Sam Davis, par exemple, avec qui je fais une transat, elle me force à prendre des légumes et des fruits. Du coup, elle m'envoie des photos, voilà. Elle est en train de manger un ananas. Donc moi, je suis ma revanche 2 jours après. Donc voilà, c'est hyper bon enfant. On parle de beaucoup de choses, sauf du notre quotidien du bateau. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on va faire à arriver à terre? C'est quoi notre premier repas? Et ça fait une vraie bouffée d'oxygène, donc c'est ça je trouve qui est beau. Bien sûr, tous ne sont pas amis au même point que ces 2 skippers. Mais la concurrence de plus en plus forte au fil des éditions, avec cette année en plus une sélection avant le départ, n'ébranle pas le respect. Ce que je dis beaucoup aussi, c'est qu'en mer, on est des concurrents. À terre, pardon, on est des concurrents, mais justement, en mer, on est des compagnons d'aventure. C'est que si jamais il y a une détresse, comme ça arrivait par le passé, Vincent Rioux qui a sauvé Jean Le Cam, Jean Le Cam lui-même qui sauve Kevin Escoffier, voilà, son principal ange gardien, c'est qui? En fait, c'est un des concurrents, et ça c'est magique. Ce qui fait que, certes, il y a des moyens, il y a des enjeux, puisque c'est une course, mais n'empêche, c'est aussi pour ça que je fais la course au large, c'est pour cet esprit qui règne. On a beaucoup parlé de l'esprit mini, l'esprit des petits bateaux de 6,50 m, et il y a un esprit tout simplement de course au large qui est magique. Si l'esprit voile semble perdurer au moins chez les skippers sablés, il n'en reste pas moins que 4 des 44 candidats seront forcément déçus de ne pas prendre le départ en novembre prochain. Et avant le Vendée Globe, les IMOCA sont en chantier d'hiver. Réparation, préparation technique, rien n'est laissé au hasard. Nous avons suivi les techniciens du Team Guyot Environnement Water Family qui travaillent actuellement sur le bateau de Benjamin Dutreux. Minutie et technologie sont au programme pour rendre le navire plus performant. Et vous pouvez retrouver notre reportage sur notre site internet tvvendée.fr. 2024 marque l'année du Vendée Globe, bien sûr, mais aussi des Jeux olympiques et paralympiques. Plusieurs écoles sont labellisées Génération 2024 par le ministère de l'Éducation nationale. Cela permet de mettre plus de sport dans le quotidien des jeunes. Et c'est le cas de l'école Sacré-Cœur de la Boissière-les-Landes qui a accueilli pour l'occasion les 2 friges mardi matin. Ces mascottes sont venues faire des photos avec les enfants pendant une matinée placée sous le signe des JO. Et on rappelle que la flamme olympique passera en Vendée le 4 juin prochain. C'est la fin de cet hebdo, merci de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité vendéenne, ce sera dès lundi matin dans la matinale à partir de 7h. Passez un excellent week-end.